Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Les transports sont les oubliés de la République. C'est le thème d'un livre publié par mon invité André Breteau, ancien cadre dirigeant de société d'autoroute, expert des questions de mobilité routière. Notre débat, il portera sur les enjeux de logistique urbaine durable avec notamment Anne-Marie Hydrac, l'ancienne patronne de la RATP et de la SNCF, devenue présidente de France Logistique. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Campsider, une place de marché pour les éco-aventuriers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour André Breteau, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Vous êtes expert en mobilité routière, je le disais, ancien cadre dirigeant de Vinci Autoroute puis Cofiroute. Et donc ce livre, Transport, les oubliés de la République, le voici. Il est publié, coédité par les éditions Erol et la Fabrique de la Cité. Alors le constat, il est évident pour tout le monde, mais je pense qu'il faut le rappeler, la voiture, pour des millions, voire des dizaines de millions de Français, ce n'est pas une option, il n'y a pas d'alternative. Oui, effectivement, nos sociétés modernes se sont construites après-guerre sur la voiture et le potentiel qu'elle permet sur toutes les classes de distance, la très longue distance et les voyages, mais aussi les voyages de quelques dizaines de kilomètres. Ouais. Pourquoi vous dites que les transports sont les oubliés de la République ? Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, quand même, il y a la SNCF, le tout TGV, ou en tout cas le développement du TGV, l'État a mis des milliards d'euros, les autoroutes, l'État a mis des milliards d'euros, l'État et les collectivités territoriales ont été là. De quel transport vous parlez en fait ? Alors, je parle des transports publics, des alternatives à la voiture, dans un contexte où le changement climatique impose de trouver d'autres solutions que le véhicule thermique. Et là, effectivement, on a le véhicule électrique qui permettrait de résoudre les 2/3 ou les 3/4 du problème. Ouais. Et puis ensuite, il faut trouver autre chose. Et dans cette autre chose, nous avons, dans la vieille Europe, un angle mort des politiques publiques. Ouais. D'une part, on ne sait pas très bien quelle est la classe de distance qui cause le plus d'émissions de CO2, et d'autre part, on ne sait pas articuler les modes de transport collectifs, routiers et ferroviaires, les enchaîner pour rendre service à l'usager. Ouais. Est-ce que c'est essentiellement, même si on schématise toujours un petit peu, ce qu'on appelle la France des périphéries, qui est sous-équipée ou qui passait peut-être un peu sous les radars ? Alors en fait, ce qui est passé sous les radars, c'est les classes de distance intermédiaires. On a structuré nos systèmes de transport depuis des générations sur 2 classes de distance. Les voyages, et là c'est l'État qui est à la manœuvre avec des autoroutes, des voies ferrées, des TGV, etc. Ouais. Et les mobilités du quotidien, et là ce sont les 36 000 communes, villes qui sont à la manœuvre, avec pour des déplacements de quelques kilomètres, avec bien sûr toujours la voiture, mais aussi le métro, le tramway ou le bus. Et entre les deux, après la guerre, on a vu une 3e catégorie émerger, c'est des déplacements du quotidien qui font 10, 20, 30, 40 kilomètres. Il y en a 40 millions par jour qui font en moyenne 25 kilomètres. Ils génèrent 55% des émissions de CO2 et ils sont oubliés de nos politiques de transport parce que ils ne sont pas dans la tradition qui nous a permis d'organiser nos systèmes, notre gouvernance. Et finalement, ils concernent non seulement les périphéries et le rural, mais vu le nombre de déplacements, 40 millions, il concerne aussi les villes moyennes, les villes petites, et même Paris. À Paris, sur 10 actifs, il y en a 3 qui vont chercher leur bonheur en dehors de Paris, à 20-30 km. Mais ce que vous décrivez, je vous écoute là, et je me dis, ça ressemble aux gilets jaunes quand même. Donc ça n'a pas fait basculer un peu l'axe des politiques publiques, ce mouvement social. Il est exact que parmi tous ces usagers qui font plusieurs dizaines de kilomètres par jour, il y a une catégorie qui est spécialement sensible, c'est celle qui habite dans les périphéries et le rural, et dont l'emploi est assez souvent situé dans les métropoles. Effectivement, il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé entre le coût du transport pour les ménages et le coût du logement, coût faible dans les périphéries, élevé dans les villes, et à contrario, le coût du transport élevé dans les périphéries et faible dans les villes. Mais cet équilibre a été rompu avec le renchérissement du coût de l'essence, avec des mesures du type le 80 km/h, et c'est cela qui a été, entre autres, l'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Vous proposez de mettre l'accent sur... il y a plein de solutions qui sont évoquées dans votre livre, mais notamment sur les autocars. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en la matière pour cette population et cette frange de notre pays dont vous parlez ?
Alors, l'idée de base est d'offrir une alternative aux automobilistes en allant les chercher là où ils sont. Oui. Alors, ceux qui font 20 ou 30 km, ils sont sur des routes et à un moment donné sur une autoroute. Et au fond, d'appliquer ce qu'appliquent un certain nombre de pays hors vieille Europe, principalement, c'est-à-dire les autocars express qui roulent sur l'autoroute, mais surtout d'articuler dans un enchaînement fluide des modes, un peu de voiture au début pour rejoindre une gare routière, 20 ou 30 km ou 50 d'autocars express avec très peu d'arrêts et des fréquences élevées. Et puis au bout, si on est sur une métropole qui a un métro ou du RER, on se raccorde au système de transport collectif. L'idée, c'est de transporter plus et mieux avec ce qui existe. L'autoroute, elle est déjà là, elle est financée, il suffit de mettre des services dessus. Et il suffit peut-être aussi de réserver une file. Enfin, il suffit, c'est pas si simple, mais ça peut être une solution, une part de la solution. Bien sûr, bien sûr. Il faut d'abord mettre le service avec des parcs relais dans les périphéries lointaines, des gares routières, des vraies gares routières, pas simplement un abribus. Oui, ça veut dire où les gens peuvent venir en voiture et se garer. Et puis, aussi de l'infrastructure. lorsque l'autocar arrive sur les 4 ou 5 derniers kilomètres, si l'autoroute est congestionnée matin et soir, alors là, effectivement, il faut faire un petit bout de voie réservée. Et finalement, on se raccorde ensuite soit sur des pôles multimodaux, c'est ce qui se pratique très bien à Madrid, à grande échelle, mais aussi à Singapour, mais aussi dans les deux Amériques. Et ensuite, la diffusion se fait via le système de la ville. Ce qu'on avait appelé les bus Macron, ça ne suffit pas. Alors les bus Macron, c'est intéressant parce qu'eux, ils sont sur la longue distance, les voyages de 300-400 km. Et pour la petite histoire, ils existaient, lorsque j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a 50 ans aux États-Unis et en Amérique du Sud, et ils ont mis 50 ans à traverser l'Atlantique. Oui. Ce qui montre que nous avons un biais dans notre approche sur les modes routiers. On recevait ici même, il y a quelques semaines, Laurent Topin, qui est un ancien cadre de Renault, qui est aujourd'hui chez Ecov. Il travaille sur ce qu'il appelle la voiture hétéronome. Donc c'est la route, et là je voudrais qu'on parle de voiture autonome, c'est la route qui s'adapte en fait aux voitures autonomes plutôt que d'attendre que la technologie soit acceptée psychologiquement, en termes d'assurance, etc., etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous y croyez à ça? C'est-à-dire d'équiper la route pour rendre nos voitures finalement autonomes? L'idée de base, on a travaillé avec Eric Topin, Laurent Topin. L'idée de base, elle est la suivante. Pour que le véhicule autonome soit absolument autonome, c'est-à-dire sans volant, tout temps, y compris quand il neige, et toute route, y compris sur une petite route de campagne, il faut embarquer une quantité d'intelligence phénoménale. Et comme on vend 1 million de véhicules par an, s'il faut mettre 5 000 euros d'intelligence à bord de chaque véhicule, ça fait des milliards. Et l'idée de base, c'est de se dire, est-ce que, comme ce sera très difficile d'obtenir ce niveau d'intelligence, est-ce qu'on ne peut pas commencer en mettant une partie importante de l'intelligence sur des morceaux de route et donc des véhicules beaucoup moins intelligents, entre guillemets, sur ces sections de route. Alors évidemment, si on a des autocars express ou des navettes express qui font des allers-retours incessants sur l'autoroute A10 aux portes de Paris ou l'autoroute aux portes de Toulouse, on peut imaginer sur les 30 km d'autoroute d'équiper cette voie avec beaucoup d'intelligence pour accueillir bien plus tôt, plusieurs décennies plus tôt, des véhicules modérément autonomes qui permettraient de rejoindre le point final. En gros, c'est une accélération du chemin vers l'autonomisation vers l'autonomie, voitures. Et qui comporte un caractère vertueux parce que Madame Hydrac, qui a eu à réfléchir sur le potentiel du véhicule autonome, propose d'orienter les promesses du véhicule autonome vers des usages vertueux, c'est-à-dire vers des navettes, dans le cas des villes, de façon à diminuer le nombre de véhicules en circulation. Parce que si tous les véhicules actuels deviennent demain autonomes, on n'aura pas réglé le problème de l'encombrement de la voirie urbaine. Si on remplace 20 véhicules par une navette, là oui. Merci beaucoup André Breteau, Anne-Marie Hydrac, qui signe l'avant-propos de votre livre, justement, Transport, les oubliés de la République, et qui est mon invité, l'une des invitées du débat dans un court instant, puisqu'on parle de logistique urbaine durable. Merci encore. Comment inventer une logistique urbaine durable? Voilà le thème de notre débat avec Anne-Marie Hydrac. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de France Logistique. À vos côtés, Philippe Barbier. Bonjour. Bonjour. Président de la Confédération du commerce de gros. Anne-Marie Hydrac, vous portez ces enjeux avec France Logistique, association qui regroupe les fédérations et les entreprises du secteur. On a regardé un peu le poids de la chaîne logistique en France. 10% du PIB, 10% de l'emploi, 1 800 000 emplois, toutes sources confondues. Mais c'est aussi une activité polluante, c'est-à-dire que c'est à la fois un problème et une solution. C'est ce qu'on se dit souvent quand on est comme ça représentant d'une activité qui pèse.
Oui, c'est le cas de beaucoup de secteurs. Ouais. Mais effectivement, le sujet, comment concilier, on dit, l'économie, l'écologie, il est complètement au cœur de nos engagements avec nos adhérents, dont la CGI et Philippe, qui est membre de notre conseil d'administration. Bon, c'est comment concilier les deux. Et quand j'ai travaillé spécifiquement sur la logistique urbaine, avec 2 autres collègues qui sont des élus, ce que je ne suis pas, parce que je ne suis plus, ce qui est apparu intéressant, c'est qu'il y avait énormément de fonctions de la ville. La construction, l'alimentation des restaurants, quand ils sont ouverts, et ils le sont heureusement. Évidemment, tous les supermarchés, les usines, les artisans, les pharmacies, bref, énormément de fonctions de la ville qui dépendent de la logistique. Et en même temps, cette logistique, c'est vrai qu'il faut en améliorer le fonctionnement pour qu'elle soit à la fois le plus pratique, c'est ce qu'on lui demande, mais aussi le plus écologique possible. Donc c'est intéressant la logistique urbaine, puisque ça permet de mettre en quelque sorte sous microscope tous les sujets de la logistique en général que nous avons, France Logistique, mis en avant dans le livre blanc proposé aux différents partis pour la présidentielle et les législatives. Puisque vous cherchez aussi à les interpeller évidemment sur ces thématiques. La Confédération du commerce de gros, c'est 150 000 grossistes en France, 95% de PME, près d'1 million de salariés, 80 milliards de chiffre d'affaires et 60 000 camions. Et on est dans ces injonctions parfois contradictoires, Philippe Barbier. C'est-à-dire qu'on est dans 2 années de crise sanitaire qui ont été marquées par parfois un retour des consommateurs français vers les commerces locaux, les artisans, et en même temps on ne veut pas de camions dans nos villes. Comment on fait ? Oui, alors effectivement, j'ai démarré ma carrière, moi, en gérant une commune. Donc je connais bien ça, mais mettons-nous à la place d'un élu. Effectivement, il croit qu'il y a une contradiction, ou il semble qu'il y ait une contradiction. Est-ce qu'il veut que son cœur de ville soit attractif et vu une activité économique. Nous sortons des assises nationales du commerce, on a bien vu l'inquiétude des élus qui étaient là, en disant mais il faut que mon cœur de ville continue à être performant, à vivre, à attirer des touristes et aussi à satisfaire mes habitants. Mais j'ai aussi des habitants, qui sont les mêmes d'ailleurs, qui me disent ah oui, mais alors je ne veux pas de bruit et je ne veux pas de pollution. Et là, on arrive à quelquefois ce que j'appelle les légendes logistiques ou les fausses bonnes idées. Un camion, c'est pas bien. Mais non, un camion, ça pollue moins et ça congestionne moins que 15 camionnettes ou 20 petits véhicules. Oui, ça suppose qu'effectivement la tournée soit bien pensée, qu'il ne fasse pas 3 allers-retours. Le camion, c'est l'équivalent du bus. C'est l'équivalent du bus. On trouve ça très sympa. Et la voiture, c'est l'équivalent, et la camionnette, c'est l'équivalent du taxi ou de la voiture individuelle. Bon, une fois qu'on se dit, sortons des idées reçues, essayons de travailler, allons là-dedans. Il faut qu'on arrive à mettre l'ensemble des acteurs du privé et l'ensemble des acteurs publics, en particulier les élus, autour d'une table pour dire quels sont nos objectifs communs, ou quels sont nos objectifs. On veut faire vivre ce cœur de ville. Il nous faut des cantines, il nous faut des pharmacies, il nous faut des magasins, il nous faut des garagistes, il nous faut des électriciens, il nous faut des chantiers, comme disait Anne-Marie. Bien sûr. Quand vous êtes élu, vous avez des chantiers partout. Il faut des camions. Alors, quel type de camions et avec quelle facilité pour eux pour résoudre le problème de la pollution atmosphérique, mais attention à ne pas confondre non plus seulement CO2 et puis les polluants. Comment résoudre le problème du bruit, qui est important pour les habitants. Et me disait l'autre jour, la responsable de la logistique urbaine à Paris, elle me disait, 3e sujet, la mobilité partagée. Donc il faut aussi que les camions puissent cohabiter avec les trottinettes, avec les vélos, avec les poussettes, avec les piétons. Mais on a des solutions. Évidemment. On a des solutions. Notamment quand ils se garent pour livrer, etc. Et quand ils se garent, s'ils ont des aires de livraison. On est bien d'accord. Anne-Marie Drac, il faut laisser le temps aux constructeurs de développer les camions électriques, les camions à hydrogène. C'est pas pour tout de suite. C'est l'une des problématiques, l'un des aspects de l'équation. Effectivement, donc il y a des sujets d'organisation, de gouvernement, de gouvernance, comme on dit. Il y a beaucoup de sujets d'entrepôt, peut-être qu'on en parlera après, parce qu'évidemment, quand ils sont loin, c'est pas bon pour la pollution. Bon. Et puis c'est vrai qu'il y a des sujets de circulation et de stationnement. Bon. Et je crois qu'on a été un peu plus vite que la musique technologique. Bon. En tout cas pour les véhicules d'une certaine importance et qui font des distances. Autant pour les petits véhicules, les camionnettes, on n'est pas trop loin du but en termes d'électrification. C'est un peu plus cher, mais bon, ça se rattrape. Et sous réserve qu'il y ait des prises, etc., ça ira. Bon. Autant pour les véhicules de taille plus importante et ceux qui font des distances régionales ou a fortiori des grandes distances, là,
Il n'y a pas de solution technologique. Donc aujourd'hui, c'est 99% du diesel. Le reste, c'est du gaz, enfin différentes formes de gaz. Bon. L'hydrogène, pourquoi pas, mais on en est à des prototypes. Donc on se projette au-delà de la fin de la décennie. Bon. Et donc là, il faut faire vraiment très attention à ne pas être déceptif et à ne pas s'embarquer et embarquer les acteurs économiques dans des choix qui, franchement, ne sont pas clairs. Mais c'est pour ça que sur les ZFE, ça va être très dangereux. J'allais y venir. Les ZFE, zones à faible émission, qui concerneront toutes les communes de plus de 150 000 habitants d'ici à la fin 2024. Vous dites c'est beaucoup trop tôt Non, les ZFE, c'est pas trop tôt. Ouais. Ce qui est trop tôt, c'est une certaine interprétation des ZFE qui consiste à dire il faut interdire tout ce qui n'est pas électrique. Au passage, c'est pas génial non plus du point de vue des particuliers. Vous vous rendez compte ? Il va falloir drôlement les aider pour acheter des véhicules électriques. D'ailleurs, il faudra qu'il en soit produit assez et qu'il y ait assez de prises. Bon. Mais pour en revenir aux marchandises, ce n'est pas raisonnable du tout de dire on interdit tout ce qui n'est pas électrique, puisque ça n'existe tout simplement pas. Et du coup, je vois des ZFE, je pense à celle de Strasbourg, dans lequel il y a une énorme exception, alors tant mieux, qui dit ils sont acceptés les camions non électriques tant qu'il y en a pas d'autres. Bon, c'est quand même voilà. Donc ça serait plus clair. Et il y a une autre chose qui pourrait aider les collectivités, puisqu'on est là pour après tout les aider à trouver des solutions, c'est de classer dans les fameux critères 1, c'est-à-dire les véhicules acceptables, par exemple les biogaz. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Bon. Donc c'est vrai qu'on va plus vite que la musique et qu'en France, on va plus vite encore que les directives européennes, parce que les plus écolos des camions, ils correspondent à une norme Euro 6. Voilà. Philippe Barbier, sur ce point précis des zones à faible émission, qu'est-ce que vous attendez là de la prochaine équipe exécutive, on va dire ça comme ça? Bon, on va, comme le dit Anne-Marie, attendre du réalisme, du pragmatisme, de la concertation et de la co-construction, parce que tout le monde est d'accord sur l'objectif. Mais j'aime beaucoup le terme de déceptif. Moi, je pense même qu'à vouloir aller trop vite, on va donner des dérogations, on va faire des exceptions. Toute réglementation qui n'est pas applicable, qui n'est pas contrôlable, et sur lequel vous commencez à faire des exceptions et des dérogations, ce qu'on m'a dit, en me disant « mais vous inquiétez pas, de toute façon on ne l'appliquera pas ». Parce qu'on n'aura pas le choix, il faudra bien continuer de livrer mais c'est pire que tout, on se tire une balle dans le pied, c'est politiquement mauvais, c'est pas très bon en termes de pédagogie. Alors les ZFE, en réalité, Anne-Marie a raison, personne n'a dit aux communes de plus de 150 000 habitants, en dehors du fait qu'elles doivent avoir une ZFE début 2025, quel en était le périmètre, elles sont libres, quelles en étaient les règles, quels en étaient les horaires, et même quels en étaient les camions ou les véhicules. Donc chacun se dit, il faut partir... Vos entreprises, parce que si chaque commune a des règles différentes... C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a dit, il faut absolument que vous preniez critère 0 et critère 1. C'est que tout le monde est tombé là-dedans comme moyen de régler le problème. Bon, donc donnons-nous du temps, mais ce n'est pas du tout pour reculer ad vitam aeternam, bien au contraire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de sortir quelque chose qui n'est pas applicable en disant ne vous inquiétez pas, on ne l'appliquera pas. Allez, il nous reste, le temps file vite, 2 minutes 30, je voudrais qu'on parle des entrepôts, effectivement. Prévoir un maillage des entrepôts pour éviter qu'ils partent encore plus loin. Il y a un phénomène vraiment très, très attristant, c'est que les localisations d'entrepôts ne cessent d'aller plus loin que les villes dont il s'agit de desservir, le cœur, les rues, etc. etc. Donc ça, évidemment, c'est quand même pas très, très écolo. Donc nous plaidons pour qu'on parle à la fois des flux, mais aussi des entrepôts, et donc de ce que j'appelle le maillage, c'est-à-dire des grands entrepôts au Havre, des moyens entrepôts à l'approche des grandes agglomérations, des plus petits quand on approche du centre-ville, et puis carrément des entrepôts de livraison locale très fine. Et tout ça, ça suppose une planification. Et donc nous, secteur privé, nous plaidons pour une planification, surtout qu'on sait bien qu'il y a une concurrence de plus en plus exacerbée dans un contexte de non-artificialisation des sols entre les différents usages. Et donc nous plaidons pour, au niveau régional et au niveau des documents d'urbanisme local, en concertation, en utilisant par exemple un programme de l'ADEME qui s'appelle Interlude, sur lequel nous tenons beaucoup. On en parlera peut-être une autre fois, quand on aura plus de temps, pour qu'il y ait ce travail dans lequel on regarde vraiment d'où viennent les marchandises et comment on peut faire pour réduire les distances. Un mot là-dessus, Philippe Barbier, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez des entrepôts fermés en vous disant c'est absurde ?
ou pas encore? Non, pas non. encore. Je crois que le nouveau phénomène que les élus sont en train de prendre en compte, c'est l'explosion du commerce électronique, c'est l'explosion d'Internet. Sûr. Nous, grossistes en compte propre, qui représentons à peu près 20% des flux de marchandises qui rentrent en ville, depuis toujours, comme vous le disiez, nous mutualisons, nous avons des tournées. La nouveauté, et c'est ça ce qui est en train de changer tout, et c'est là qu'il va falloir faire attention à ne pas démutualiser des choses qui sont déjà mutualisées. La nouveauté, c'est qu'il va falloir mutualiser toutes ces commandes atomisées, individuelles, que nous faisons, nous, consommateurs, sur Internet, en commandant un bouquin, un cadeau, etc. Là, l'élu normal de ville se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quelles sont les solutions? C'est là que je crains que si nous ne travaillons pas en concertation, on part trop vite dans des idées toutes faites. Mais c'est compliqué à faire. Ouais, on l'a bien compris et on en reparlera, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec Arthur Rocle, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Campsider, lancé il y a quelques mois. C'est une toute jeune entreprise. Avec quelle idée? Exactement. On s'est lancé aujourd'hui il y a maintenant presque 1 an avec l'idée vraiment de structurer le marché de la seconde main sur le secteur outdoor. Donc Campsider, c'est vraiment la première plateforme 100% spécialisée pour les équipements de sport outdoor de seconde main, donc pour l'achat et la vente entre particuliers. Et donc nous, on joue vraiment un rôle de tiers de confiance pour faciliter et fluidifier ces échanges. Et quels produits on trouve sur, c'est une plateforme, c'est ça aujourd'hui? Exactement, c'est une plateforme qui est disponible en ligne, donc sur campsider.com. On trouve donc des équipements outdoor sur des sports divers et variés, comme les sports d'hiver, donc le ski, le snowboard, le trail running, l'escalade, l'alpinisme, la randonnée, et bientôt d'autres sports qui vont être ouverts sur la plateforme. L'idée, c'est quoi? C'est d'être moins cher, plus responsable. Ça, c'est la promesse. Comment vous la tenez? Exactement, on a vraiment une double proposition de valeur pour nos utilisateurs, notre communauté. Donc à la fois leur permettre de s'équiper moins cher, de manière plus accessible. Et c'est vraiment moins cher? C'est en moyenne 55% moins cher. Ah oui, c'est vraiment par rapport cher, au neuf. Effectivement, c'est vraiment l'un des avantages évidemment de l'occasion. Et puis aussi une proposition de valeur écologique, environnementale, qui parle beaucoup à notre communauté, une communauté de passionnés de montagne, d'aventure. Évidemment, s'équiper d'occasion permet de donner une seconde vie, voire une troisième vie à des équipements qui ont déjà été produits, qui ont déjà eu un impact en fait, justement par leur production. Il faut savoir qu'un équipement d'occasion a entre 5 et 7 fois moins d'impact qu'un équipement neuf, selon l'ADEME. Et donc l'idée, c'est de prolonger évidemment la durée de vie d'un produit. Vous avez été lauréat l'an dernier de l'éco-tremplin organisé par Radio Mont-Blanc. Qu'est-ce que ça représente? Parce que là, vous avez un peu de recul. Pour vous, est-ce que vous voyez vraiment l'impact d'une récompense comme celle-là, ou finalement c'est juste bon pour l'ego? Vous voyez ce que je veux dire? Non, on a vraiment vu un impact. Effectivement, on a gagné grâce à ce prix aussi une campagne sur les antennes de Radio Mont-Blanc, qui a eu évidemment un impact auprès de notre communauté, qui est en partie basée justement dans les Alpes, dans la région Rhône-Alpes, même si aujourd'hui notre cible est plus large, on cible vraiment toute la France. Mais évidemment, ça a un impact. Ça permet aussi de faire découvrir le projet au plus grand nombre. Et on a vraiment eu un bon nombre de retours très positifs depuis. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui, donc moins d'1 an après la création de Campsider? Le développement se passe plutôt très bien. On est vraiment en ligne avec nos objectifs qui sont globalement très ambitieux. On a vraiment l'ambition d'ouvrir de nouveaux sports, de nouveaux pays aussi bientôt. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 basée entre Paris et Annecy. Vous recrutez? On recrute de manière assez massive. Combien de personnes et quel profil, quoi? Oui, on a prévu quasiment de doubler l'équipe d'ici 6 mois. Donc on recrute une dizaine de personnes, à la fois sur des thématiques vraiment de développement et de tech, sur des sujets plus aussi marketing, évidemment, à la fois en acquisition digitale, en marketing de contenu, et enfin sur des postes plus créatifs de graphistes et de web designers. Quelles sont vos ambitions à terme? Vous nous avez dit d'autres sports. Ça pourrait être quoi, par exemple? Ça pourrait être des sports plus estivaux, comme le kitesurf, le paddle. On pourrait aller jusqu'au parapente, où il y a vraiment un besoin sur le marché de structurer, de certifier, de valider les équipements de seconde main. Donc des sports plus estivaux finalement, qui viendront aussi compléter notre offre actuelle du marché et qui correspondent aussi bien à notre cible. Parce que en fait, les skieurs l'hiver sont très souvent des kitesurfers l'été. Il n'y a pas d'appli pour l'instant? Vous la prévoyez? Pas encore d'application à ce jour, donc tout est en ligne sur campsider.com. Et effectivement, une application est dans les cartons et sortira très vite dans les prochains mois.
Eh ben voilà, merci, bravo Arthur Roquemonvent à Campsider, ça donne envie d'aller se balader et prendre le bon air de la montagne et autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On continue dans cette émission d'accompagner les entreprises à impact positif. À très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut. Ce programme vous est présenté par Federec. Le recyclage à l'honneur sur Bismart pendant toute cette semaine. Une série d'émissions spéciales que je vous propose avec la Federec, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Bonjour François Excoffier, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le PDG d'Excoffier Recyclage depuis plus de 20 ans et donc le président de la Federec qui représente 1200 entreprises. Vous venez d'organiser une journée mondiale du recyclage. C'était ce 18 mars à Paris. Avec quel objectif, quelle ambition ? Alors, la journée du recyclage, ça a été fondé par M. Baxi, qui était un président du Bureau International of Recycling. Donc, c'est vraiment un événement planétaire dont le lancement traditionnel se fait à Paris. L'année passée, nous avions le directeur général du BIR, M. Arnaud Brunet, qui était encore aujourd'hui en visio avec nous, mais il avait lancé les journées depuis Paris à mes côtés. Et puis, l'idée, c'est de porter à l'éveil de la jeunesse. C'est vraiment un événement qui est tourné mondialement vers la jeunesse, pour les informer de l'économie circulaire, les éveiller à tous les sujets de recyclage, j'allais dire de recycling, mais de recyclage. Et voilà, notre objectif, il est tourné vers la jeunesse et l'éveil au recyclage. Parce que c'est une génération qui peut-être même pionnière ou moteur, en tout cas en matière de transition écologique, mais il faut quoi, les attirer vers les métiers du recyclage, c'est aussi ça un peu votre objectif ? Alors, il y a l'aspect professionnel, formation clairement, puisque en même temps, on a un atelier de présentation de une future école nationale du recyclage, puisqu'on va fonder ça avec une première étape dans les Hauts-de-France, dans la région nord. Mais c'est aussi les sensibiliser à l'économie circulaire, au tri, à l'incorporation, à nos grands débats et nos grands enjeux, comme l'incorporation des matières premières issues du recyclage. Nous trions, certes, mais trier pour trier, c'est pas l'objectif. Ouais. Le trier, c'est pour recycler. Ouais. Et donc, valoriser, donner une seconde vie aux matériaux, exactement, etc. Et ces matières doivent absolument trouver un débouché dans une filière, j'allais dire de proximité, en circuit court. Voilà le projet et l'objectif que la Fédération défend. Ouais. Je voudrais parler de ce concept de mine urbaine, parce que c'est vraiment quelque chose, on l'a déjà évoqué dans Smart Impact, qui est central dans la transition qu'on est en train de vivre. C'est quoi une mine urbaine pour vous ? Alors, vous savez que c'est vous et moi, la mine urbaine. Oui, en grosso modo, le consommateur détient des objets, et quand ils arrivent en fin de vie, nous les récupérons. Aujourd'hui, la France a plus de mines. Les dernières mines ont fermé dans les années 70. Compte tenu des conditions d'exploitation, compte tenu de l'environnement actuel, c'est une idée quand même de régression pour moi, la vision qu'on a. Et cette vision que nous partageons, c'est de dire, voilà, on n'a plus de mines de cuivre, on n'a plus de mines de fer, on a plus d'autres mines, en tout cas sur le territoire métropolitain. Et par contre, ce gisement-là, il est constitué. Il est constitué chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Et les entreprises de la Fédération du recyclage les collectent, les trient, les transforment pour être retrouvés à une deuxième vie, donc ce qu'on appelle l'économie circulaire, en vulgarisant les choses. Oui, bien sûr. Moi, je pense, on l'avait évoqué dans cette émission, aux 100 ou 110 millions, je ne sais plus exactement le chiffre, de téléphones portables, de smartphones qui dorment dans les tiroirs en France, seulement en France. Hein. Donc là, il y a une mine urbaine, là aussi, ou c'est plus compliqué ? Clairement, de toute façon, quand vous regardez les objets que vous détenez, du plus basique, la fourchette, jusqu'au plus complexe, on va dire le smartphone, dedans, vous avez de la matière, qu'elle soit plastique, verre, métal, aluminium, ferraille. Et cette matière-là, elle doit être appropriée, puisqu'elle vient de la nature. Elle doit être appropriée à pouvoir
continuer à perpétuer ce cycle sans taper dans la mère nature et dans la matière première directe. Donc, d'où l'expression matière première issue du recyclage. Ouais. Je reviens pour terminer sur les jeunes, parce que vous dites il y a une notion d'information, il y a l'enjeu économique. Ça veut dire que votre secteur, c'est un secteur qui va recruter là, dans les 10 prochaines années sans hésiter? Alors nous, on estime à 10 000 salariés de plus. En tout cas, entre le remplacement des carrières actuelles plus la création de nouvelles filières, c'est à peu près 10 000. On a fait une étude qui s'appelle l'étude Q, et qui nous donne cette projection-là. Donc les 10 000, bien sûr, c'est des métiers très qualifiés, haut de gamme, d'ingénieurs process, comme quand on parle du smartphone, aujourd'hui, on sait comment le constituer, comment le recycler, on le sait aussi, à quel coût, avec quels outils. Donc voilà, des emplois très qualifiés, puis aussi des emplois peu qualifiés, avec un accès à formation rapide. Voilà, vous trouvez du travail facilement dans nos filières. 10 000 postes à fournir. Merci François Escoffier, à très vite. Merci. Pour une nouvelle émission spéciale. On va parler notamment du principe pollueur-payeur.